propose de reprendre les échanges suite à ces quelques mots que le général nous a donnés. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut oser une première question? La question, c'est que pensez-vous qu'il faut ouvrir, puisque vous parlez du drapeau chrétien en tête, il ne faut pas ouvrir ce drapeau un peu plus à d'autres approches du monde? Je me suis peut-être mal exprimé, peut-être dois-je encore affiner ma conférence. C'est la première fois que je la donne. C'est la première fois que je la donne, donc je vais l'affiner. Je vous l'ai dit quand même rapidement, il s'agit pas pour moi je parle politique, je ne parle pas de religion. Je parle politique. Il ne s'agit pas pour moi d'emmener tout le monde à la messe, mon problème n'est pas là. Je vous l'ai dit, mon épouse est protestante et calviniste. Oh. D'accord, hein, qu'il y ait des musulmans en France, moi ça ne me gêne pas. Calviniste souriante, c'est rare. Hein, voilà, le problème n'est pas là. La France, elle est faite comment? Quels sont ses gènes? Quels sont les gènes de notre pays? Vous avez raison de dire qu'il y a du paganisme, comme dans toutes les civilisations. Toutes. Mais nous avons comme gène essentiel, sur les 4000 dernières années, la Grèce antique, l'hébraïsme et le christianisme. Si nous voulons redonner un avenir à notre pays dans la continuité, il faut revenir à ces gènes. Mais si on change de gène, eh bien ça ne sera plus la France. Ça sera autre chose. Il y aura à la place, sur le territoire qu'occupe actuellement la France, il y aura autre chose. Il y aura autre chose. C'est tout ce que je dis. Alors je l'ai dit à ma façon à moi, parce que j'ai creusé certains aspects. Peut-être devrais-je un peu moins insister sur l'image de Saint-Ignace, c'est possible. Hein? Pardon? Elle est très bien, cette image. Elle est très bien, merci. Hein? Bien. Voilà, mais ça fait partie de notre culture. Et encore une fois, quand une entreprise a des problèmes, qu'est-ce qu'on entend dire? Il faut la ramener sur son cœur de métier. Qu'a fait l'armée de terre française quand Chirac a professionnalisé? Une grosse bêtise. Oui. Hein? Qu'a fait-elle? Elle s'est resserrée sur son cœur de métier. La guerre, ce qui est une bêtise, parce que l'armée s'est faite pour la paix, par le moyen éventuel de la guerre. Hein? Mais elle s'est resserrée sur son cœur de métier pour survivre quand même, parce qu'elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait plus faire. Hein? Donc, maintenant, on lui en demande trop. Donc, c'est la même démarche pour notre nation, si vous voulez. Il faut revenir aux fondamentaux, à notre, entre guillemets, cœur de métier, pour que la France reprenne des couleurs. Mais je ne suis pas en train de vous dire il faut vous faire cadeau, les mecs. Hein. Non, ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est votre affaire, ça. Hein, c'est votre affaire. Ce que je veux dire, c'est que la notion de nation est d'origine grecque. Oui, Oui, bien sûr. je sais bien. Je sais bien. On va même remonter un peu plus C'est loin. les Grecs. C'est bien avant les Grecs, parce qu'il y avait les nations du temps de Moïse. Pardon? Je voudrais... Oui, mais Bon, Attendez. admettons qu'elle ait plusieurs origines. L'Europe, c'est la mais Grèce. pour l'origine qui... Attendez, on va pas faire le débat comme ça, on va distribuer la parole pour que chacun pose la question Alors, et le général peut répondre. Est-ce que j'ai répondu? Ça vous convient? Ça vous convient? Donc, On peut en discuter, mais ça me convient. vous allez vous revoir. Je passe la parole à Georges qui voudrait intervenir. Ça va un peu compléter ce que vient de dire Jean-Louis. Parce que vous semblez vouloir nous dire que la faute originelle, c'est l'abandon du Dieu des chrétiens. C'est ça que vous nous avez dit. Mais La faute politique, hein. Je parle politique. J'entends bien. Mais de tout le temps, les hommes ont invoqué un Dieu. Honteux? Invoqué un Dieu. J'ai dit un Dieu. Des dieux. Ou des dieux. La notion du bien, du mal, c'est aussi une notion aussi vieille que les hommes. Quant à nos racines, elles remontent bien avant encore les Grecs. Il faudrait aller chercher du côté des pharaons, il faudrait aller chercher du côté de la Phénicie, il faudrait aller chercher... Donc c'est cet ensemble qui fait ce que nous sommes. D'ailleurs, notre langue, d'où découle-t-elle notre langue? Ce qui est très important, la langue. La langue, c'est ce qui vous nourrit dès que vous êtes dans le ventre de votre mère. Je vais vous donner un exemple. Quand on dit, qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais un exemple sur la langue. Quand on dit que les Allemands sont plus disciplinés que nous, c'est pas vrai. C'est simplement, réfléchissez pour ceux qui parlent allemand.
le verbe situé à la fin de la phrase oblige l'écoute. Donc ça induit une discipline qui dès avant de naître. Donc ça c'est très important. Or la langue que nous parlons est une langue qui remonte bien avant ce christianisme. Puis enfin, quand même cet enseignement aussi il a quand même amené les 3+1 grandes catastrophes du XXe siècle qui ont affecté l'Europe, à savoir le fascisme, le nazisme, le communisme, et demain on s'apercevra l'ultralibéralisme. Alors, je n'ai pas compris là. Je dis que cette culture a amené au 3+1 grand fléau. Mais non, c'est justement le fait d'avoir abandonné. Non, mais ça c'est la façon, c'est inverser la cause. C'est peut-être l'éducation qui a amené à ça. Et là on est au cœur du débat. Vous savez, quand le passé n'éclaire pas le présent, l'avenir est dans les ténèbres. C'est Tocqueville qui a dit ça. Oui, oui. Vous savez. Donc, et puis pour finir, parce que je ne veux pas monopoliser, l'homme qui se soumet à une décision avec laquelle il n'est pas en accord est un homme qui aliène sa liberté. Et pour tout homme épris de liberté, ce n'est pas possible. Mais j'ai pas compris. Si. Alors, quelle est votre question? Pardonnez-moi. Recommence. Quelle est votre question? Pardonnez-moi. Je dis que tout homme, oui. Contrairement à ce que vous affirmez, vous avez dit que l'homme qui se soumet n'est pas un homme. Vous dites que l'homme qui se soumet est un homme libre. Moi, je pense exactement le contraire. Ça a été ça, votre phrase. Non. Ou alors je me suis mal exprimé, c'est possible, hein, parce que c'est tout à fait possible. Il se soumet à la loi de Dieu. Non. Il se soumet volontairement. La condition de la liberté, ce sont non seulement d'avoir des limites, le décalogue, il est fantastique. C'est pas un carcan, le décalogue, c'est si tu ne fais pas ça, ça, ça et ça, fais ce que tu veux. C'est super. Il y a 5 lois, 10 lois, vous vous rendez compte? 10 lois. On a combien de milliers de lois chez nous en France en ce moment? Combien de milliers? On ne les applique pas. Aucune. Il y en avait 10. À part ça, fais ce que tu veux. C'est fantastique. Vous vous rendez compte un peu? Mais ces lois-là, ce sont les lois qui permettent de vivre en société. Tu ne tues pas, ben oui, c'est quand même pas mal de ne pas tuer. Tu ne voles pas, tu ne violes pas la femme du copain, etc. Ce sont des lois, et en dehors de ça, on fait ce qu'on veut. Mais c'est une immense liberté. C'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Elle nous vient des Juifs qui eux-mêmes se sont abreuvés, comme vous disiez très justement tous, là, à Sumer, etc. Non, ça vient de beaucoup plus loin. La Bible a été écrite par les Hébreux, certes, mais sur des récits qui se colportaient dans toute la région depuis plus de 1000 ans, depuis 4 ou 5 000 ans. Mais on a hérité de tout ça. Hein, par les Hébreux, nos plus lointaines racines à nous, elles sont bien au-delà d'Abraham ou en Chaldée. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais l'affluent principal, ça a été le christianisme. Dans la période historique. C'est tout. Hein. Moi, mon propos, c'est si nous voulons continuer la France. Il ne s'agit pas de passéisme. Attention, je ne suis pas un passéiste. Hein. Si nous voulons continuer la France qui existe depuis bientôt 2000 ans, eh bien, il faut revenir aux fondamentaux. Si nous changeons de fondamentaux, ça ne sera plus la France. À nous, notre génération, de dire ce qu'elle veut. Pour peut-être la nuit des temps. Hein. Parce que notre choix aujourd'hui, il risque d'être définitif. Nous engageons toutes les générations. Mais c'est foutu de faire l'autre choix. Parce que les jeunes générations qui montent, elles ont déjà fait leur choix. On a une jeunesse en France qui est absolument superbe. On nous parle que de la racaille, de gens qu'il faut passer au Karcher, etc. On oublie toujours, bien sûr, c'est un petit pourcentage. Je ne sais même pas s'ils sont 10%, mais ce n'est pas grave s'ils sont 5%. Ils sont beaux, ces jeunes. Je pense que nous avons la classe politique la plus pourrie de l'histoire de France et la plus belle jeunesse de l'histoire de France. Mais elle est encore très jeune. Rendez-vous dans 20 ans. On va voir, les gars. Les plus belles femmes aussi d'Europe. Et en passant, je peux témoigner qu'effectivement, la soi-disant racaille, quand on a affaire à elle, il y en a 99% qui ont juste besoin d'être
considérer Alors et qui là. change totalement de braquet dans Alors la seconde. La Que vous alliez, que- Ah voilà, Alors là. grosse erreur. Et non seulement la grosse erreur, mais dans ma bio, vous avez oublié quelque chose. J'ai commandé le service militaire adapté, service de réinsertion pour les jeunes d'outre-mer, et j'ai créé l'EPID, qui a été complètement dévoyé. Établissement public d'insertion de la défense, qui a été complètement dévoyé. Mais qui était destiné essentiellement aux jeunes de banlieue. C'était prévu pour 100 000 gamins par an. Ça croupit lamentablement à 3 500. Et comme un ministre a décrété un jour que les militaires savent pas, même en retraite, ne savent pas faire ne sont pas des éducateurs, on a donné ça aux spécialistes de la ville. Autrement dit, ça se casse la figure. Terminé. Voilà. Mais les jeunes, ces jeunes-là, ils n'ont rien. Ils sont prêts à tout donner si vous leur donnez une bricole. Et leur faire confiance. Mais ils demandent de l'autorité, ils demandent à être aimés. Ces gamins, ils nous disaient, enfin, je me souviens d'une jeune black dans notre premier centre qui nous dit, enfin quelqu'un qui nous aime. Pourquoi? Parce qu'on lui disait, ça c'est bien tu fais, ça c'est mal tu fais pas. Et qui sait qu'il y a du génie dans chaque jeune. Mais voilà. Qui sait qu'il y a du génie Voilà. dans chaque jeune. Parmi ces gamins, il y en a un aujourd'hui qui est cuistot à Singapour à 5 000 € par mois. Écoutez, j'y peux rien, moi. Moi, j'ai un jeune de banlieue que j'ai récupéré, parce que je m'occupais de délinquance. Et ce jeune, à 13 ans, Alors, J'en ai- attends. Donc, c'était juste pour faire un lien entre la société et l'histoire avec Abraham. Parce qu'il faut partir sur une base importante. Le nom d'Abraham qui peut nous traduire comment dire, ce que veut dire la société. Ab en araméen, ça veut dire père. Et Raïm, c'est l'humanité. Le mot Abraham veut dire le père de l'humanité. C'est à partir de là que la société a été créée. C'est juste À partir de là que la société a des... a commencé. A commencé, c'est ça. La famille d'écriture. Merci de rappeler ça. La Mésopotamie, d'écriture, d'agriculture, qui a avantagé la naissance d'une société Oui. avec l'importance de la culture hébraïque. C'est la diminueuse. C'était au-delà de la religion. Il n'y avait pas de religion à l'époque. C'était une perte d'humanité qui a donné, comment dire, des racines, je dirais, on est parti, la société a commencé de réfléchir, de se souder sur un lien entre la terre et la ciel. Parce que Abraham, c'était le premier qui a dit, regardez, il n'y a rien sur terre, notre Dieu est le ciel. Merci. Ben, c'est nous. Non, c'était juste parce que non. Non, mais c'est très intéressant. Non, c'était Alors, répétez-moi, Abraham, le père de l'humanité. Ab, c'est le père. Ab, c'est le père. Abba. En arabe, c'est Ab. Et- Raïm, en Raïm. hébreu, c'est miséricordieux ou humain. Et D'accord. en arabe, Raïm, ça veut dire humain. D'accord. Donc, Le père de l'humanité. Et ça, si vous regardez le dictionnaire araméen, ça c'est la langue de Jésus, Abraham, c'est-à-dire père de l'humanité. Merci beaucoup. Merci de votre Très- intervention parce qu'elle était très riche et je suis très content. Merci On va beaucoup. l'avoir, tu vas nous la distribuer, nous la distribuer. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions avant que je voulais simplement dire. Alain Roux. je lise une question? Un jeune de 13 ans qui était perdu dans les banlieues. L'école ne voulait plus et tout, il y allait. On donnait des cours de maths. Oui, tu as fait ça. Il est rentré à l'école polytechnique. C'est grâce à lui d'ailleurs. Et surtout parce qu'on lui a fait confiance. Donc je vais vous lire une question qui a été envoyée par Marc Dugois, que certains connaissent ici, qui a un empêchement ce soir, mais qui a quand même envoyé une question pour le général Tauzin. Le relâchement général que tout le monde perçoit n'est-il pas justifié par la croyance générale que nous créons chaque année des richesses à nous partager? Richesses que l'on nomme même PIB, alors qu'il ne s'agit que de la somme de nos dépenses. Êtes-vous vous-même atteint par cette maladie qui a moins de 2 siècles? Et si vous vous en êtes prémuni, comment pensez-vous faire comprendre aux Français que le pays de Cocagne n'a jamais existé et que le sens de la vie ne peut être de laisser plus à ses enfants que ce que l'on a reçu de ses parents? Ça, c'est la parole Wow. du talent. Wow. La parole Retiens, du si vous talent voulez. d'or.
Je ne sais pas par quel bout la prendre, celle-là. Avec la marque du bois. Oui. Alors, je ne suis pas un économiste. Même, je n'ai qu'un modeste DESS d'administration d'entreprise. Vous vous rendez compte, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Très bien. Voilà. Bien, je l'ai quand même. Je ne suis pas un grand fanatique du PIB. J'avoue que j'aurais... Encore une fois, je rappelle, je ne suis pas un utopiste, j'ai quand même les pieds sur terre. J'aurais tendance parfois à rêver d'un BIB, bonheur intérieur brut, comme disait le patron du Bhoutan. Ouais. Et c'est pas parce que c'est un roitelet d'un petit royaume perdu dans l'Himalaya et un bouddhiste qu'il est fou. Il a mis le doigt sur quelque chose de très important. L'homme, sa vocation, c'est pas d'être riche, c'est pas d'enrichir certains, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Le PIB, effectivement, je crois qu'il est un peu biscornu, enfin du moins la manière de le calculer est trompeuse. Oui, d'accord, on repassera là-dessus. Vous en direz plus peut-être tout à l'heure. Hein? Je ne suis pas un spécialiste, mais je crois effectivement que la manière de le calculer est trompeuse. Simplement, j'essaie du moins de me placer au niveau du chef de l'État. Et dans la logique que je vous ai décrite dans ma conférence, ce à quoi nous travaillons, c'est aux éléments d'une économie au service de l'homme. Je ne parle pas du PIB dans mes bouquins. Il y a des économistes dans mon équipe, parmi mes chercheurs. Il y a des chefs d'entreprise en activité ou en retraite. Celui qui tient le bureau d'études, c'est un chef d'entreprise. Il y a des économistes même assez pointus. Hein. Je n'en parle pas dans mes bouquins. Ils m'ont dit, c'est pas la peine d'en parler. Il faut remettre l'économie au service de l'homme. Et tout se remettra en route d'une autre façon. Aujourd'hui, je reprends l'image d'un beau-frère. On traite les êtres humains un petit peu comme des pelletés de charbon qu'on met dans la chaudière pour faire tourner la chaudière. Eh bien, c'est pas ça un être humain. La chaudière est au service de l'être humain, et non pas l'être humain au service de la chaudière. Je veux dire qu'aujourd'hui, je reprends cette image. Nous sommes conçus comme des producteurs, consommateurs, futurs vieux congénères, avant d'être... parce qu'on coûte tout juste bon pour l'euthanasie. Tout ça parce qu'on coûte plus cher qu'on ne rapporte. Mais c'est une conception de l'homme tout entière qui est derrière tout cela. Il faut revoir tout cela. Et il faut inverser tout cela. Soit l'homme est premier et l'économie sera mise à son service et elle s'organisera d'une autre manière que ce qu'on voit aujourd'hui, soit c'est le fric qui est premier, et donc l'homme est un instrument. Voilà plutôt moi ce que je verrai. Pardonnez-moi, je ne réponds pas directement à la question, mais j'avoue que je la trouve un peu biscornue. Il ne faut pas le dire. C'est comme Jefferson qui voulait donner le bonheur au peuple américain. Oui, mais... Jefferson, dans sa préalable à la Constitution, oui, avait écrit ça. Oui, d'accord. Mais encore une fois, il faut y penser vraiment, mais sans utopisme. Hein, il faut savoir que le bonheur humain, on ne l'aura jamais d'une manière parfaite. Jamais. Il y aura toujours des femmes battues et des maris cocus. Il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours ça. Hein. Mais il y a un chemin. N'oublions jamais aussi que nos ancêtres, les Francs, étaient des vrais sauvages. Hein? Certains connaissent ici l'histoire de la reine Bruno, 80 ans passés, hein, mise nue et traînée, attachée derrière un cheval, lancée au galop. Et au moment de la Révolution de 89, un Prussien écrivait dans un français parfait « Comment de telles horreurs peuvent-elles survenir dans le peuple le plus doux de la terre ?» En 1500 ans, hein, des vrais sauvages qui étaient devenus le peuple le plus doux de la terre. Il y a eu un effort de civilisation magnifique, qui n'est jamais terminé, qui n'est jamais irréversible. Mais si on ne le reprend pas, nous terminerons tous comme des sauvages. Justement, ça m'amène à une autre question. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on recouvre notre souveraineté. Non ? Comment comptez-vous recouvrir cette souveraineté ?
en particulier vis-à-vis de la construction européenne. Quel est votre... Vous n'avez pas été très disert J'ai pas eu le sur temps. le plan d'Europe. Vous m'avez laissé qu'une heure, et vous m'auriez laissé 5 heures, d'accord, mais... Vous avez le temps de Ah, mais avec plaisir, on avait faim, avec plaisir, mon mot là. D'accord, mais je reviens, mais il y a 300 personnes. Ouais, voilà. Je reviens avec 300 personnes, d'accord. La souveraineté. D'abord, elle se veut. Première chose. Mais il faut aussi qu'on en ait les moyens. La souveraineté, elle se fonde sur ce que De Gaulle appelait des indépendances. L'indépendance militaire, bien sûr, avec une industrie militaire à nous, pour une armée qui soit à nous et qui obéisse à la France. Quand la France fait la guerre, il faut que ce soit sa guerre. C'est pas de moi, c'est lui. l'Europe des nations. C'est l'Europe des nations. Deuxièmement, il faut une indépendance alimentaire. Nous n'avons plus notre indépendance, c'est difficile à dire, à croire du moins, après un repas comme celui-ci. Il n'empêche que, imaginez, pardonnez-moi, j'ai vécu, pourquoi je dis pardonnez-moi, c'est pas la peine, mais j'ai vécu la période soviétique, du moins d'affrontement potentiel à l'Union soviétique. Il y avait en France et partout en Europe les Spetsnaz, les forces spéciales prépositionnées qui, au coup de sifflet, devaient tout faire péter. J'ai créé des scénarios, sur le sujet. Voilà. Eh bien, on peut affamer la France en 15 jours. Et les Soviétiques, encore eux, avaient fait un test horrible. Ils voulaient savoir au bout de combien de temps les gens se mangent entre eux. Ils avaient enfermé des gens, rien à manger. Au bout de 8 jours, ils commençaient à se manger entre eux. Vous imaginez ? Eh bien, je vous dis, et oui, c'est horrible. Eh bien, je vous dis qu'aujourd'hui, on peut en 15 jours arriver à semer la famine en France. Même dans nos campagnes, j'habite la campagne. Combien de gens maintenant seraient capables de survivre avec leur potager, leur poulailler ? Une infime minorité. Une infime minorité. Alors imaginez dans les grandes villes, à Paris, bloqué, Rungis, etc. Tac, en 15 jours. Un peu d'empoisonnement de l'eau. Moins que ça. Parce qu'il y a 8 jours de vivre à Paris. Il y a 8 jours de vivre à Paris. Pourquoi je parle de ça, moi ? C'était quoi la question ? L'Europe. L'indépendance. Donc, nous n'avons plus notre indépendance alimentaire. Il faut la recouvrer. Indépendance militaire, indépendance alimentaire, indépendance numérique. Indépendance numérique, c'est fondamental de nos jours. À part sur ces 3 piliers, on peut se faire une souveraineté. Et la monnaie. Attendez, Et la monnaie. je n'ai pas oublié la monnaie. Je crois aussi qu'il faut une souveraineté monétaire. Ceci étant, je ne suis pas non plus un anti-européen. Mais l'Europe des nations. Ok, l'Europe des nations, je suis complètement d'accord pour l'Europe des nations. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un euro. Ça ne veut pas dire qu'on revient automatiquement aux monnaies nationales. On peut y revenir. Techniquement difficile. Attendez, je ne sais pas. On peut y revenir, mais il ne faut pas non plus être dogmatique là-dessus. Moi, je conçois l'Europe de la manière suivante. L'Union européenne, non, l'Europe, je ne sais pas comment, peu importe. La manière suivante. Une Europe, d'abord de nations, fondée sur les grands défis affrontés pour le XXIe siècle. Le plus grand défi à affronter pour le XXIe siècle, aucun pays européen ne pourra l'affronter seul. Je disais tout à l'heure, c'est le différentiel démographique et économique entre l'Europe, l'Afrique et le Proche et Moyen-Orient. C'est ça. Il nous faut une Europe pour ce projet-là. Pardonnez-moi, on n'a pas besoin d'un ministère européen d'économie pour ça. Bien. Il nous faut une Europe pour ça. Il faut une Europe aussi pour les frontières. Il nous faut une Europe pour le développement, il nous faut pour rayonner. Bien. Fondée sur les nations qui se veulent, donc il faut faire aimer notre Europe. Moi, je ne vois pas pourquoi ça obligerait à supprimer l'euro. On peut très bien, dans un premier temps, garder l'euro pour des projets purement européens. Pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, pourquoi se crée-t-il partout en France ? Savez-vous combien nous avons de monnaie locale en France ? Allez, combien de monnaie locale en France ? Les PEL, Monsieur ?
Non, non, pas des PEL, des monnaies locales. Vous connaissez les PEL? Hein? Il y en a 300. C'est les monnaies avec des grains de riz ou tout. Non, il y a des billets. Il y a des billets. Hein, ça s'appelle le SCADI au Pays Basque, ça, etc. Alors, ils ont un pouvoir de circulation tout à fait local, mais ça répond à un besoin. Eh bien, on peut très bien recréer une monnaie locale au niveau national. C'est quand même quelque chose qui me choque parce que les principes fondamentaux de la souveraineté, Oui. c'est battre monnaie, assurer sa défense, assurer sa justice Oui. et émettre la loi. Oui, Si mais on ne met pas ça attendez. comme préalable à la souveraineté, il n'y a pas de souveraineté possible. C'est pas la monnaie qui compte, c'est la création de J'ai dit monnaie. battre monnaie pour Oui, mais attendez, aligner la écoutez, monnaie sur ses besoins. autant je suis persuadé qu'il faut revenir aux fondamentaux, autant je suis persuadé aussi qu'il faut regarder vers l'avenir. Regardez l'Europe. Il y a 1000 ans, il y avait 1000 États indépendants en Europe. 1000 États indépendants en Europe. Aujourd'hui, il y en a moins de 50. Ça veut dire que sur le très long terme, il y a un processus d'unification de l'Europe. Et l'unité, c'est bon. Parce que l'unité, c'est facteur de paix. Chaque fois que quelqu'un a voulu faire l'Europe au forceps, Napoléon, Hitler, aujourd'hui, avec cet esprit européiste, chaque fois, ça s'est terminé en jus de boudin. Ça s'est terminé mal. Parce qu'on oblige on fait au forceps. Mais il faut aller vers l'unité. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas accepter un euro? Moi, je ne suis pas contre l'euro. Je suis contre l'euro qui empêche... Comment dire? Mais possible, d'accord. Il faut y réfléchir. Mais laissant une souveraineté à chaque pays. Il faut... Hein? C'est l'écu, c'est oui, mais c'est l'écu. Si vous voulez. Hein, il faut réfléchir autrement. Réfléchir autrement. Mais surtout ne pas casser le projet européen. Si nous nous séparons, dans 50 ans, nous nous ferons la guerre. Entre Européens. Même pas. Même avant peut-être. Hein. Même avant peut-être. Vous voulez encore la guerre en Europe? Non, pas moi. On l'a dit il n'y a pas si longtemps. Justement, on n'a jamais... On l'a. Le général de Gaulle, ce qui était intéressant, c'est que durant sa captivité pendant la Première Guerre mondiale, il s'est, il a profité de réfléchir à ce que pouvait être l'avenir. Et les conséquences de cette guerre lui ont permis d'être l'homme qu'il a été durant la Deuxième Guerre mondiale. Sauver la France en l'occurrence, ouais. Notre liberté. Et là, ce qui est vraiment pénible aujourd'hui, c'est qu'on ne tire pas les conséquences de ces guerres. Et comme vous disiez à la fin, pour ça que je rebondis, vous dites, mais dans 50 ans, on se fera encore la guerre. Ça veut dire que si aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui construisent une Europe de la paix, c'est-à-dire que les États s'entendent entre eux, au final, sur l'économie, le militaire, et j'en passe, que se passera-t-il? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit qu'il n'y a absolument aucune volonté et on voit personne se dégager avec des grands idéaux comme ça. Et le général de Gaulle, lui, était capable de le faire. Alors sera-t-il la seule exception? Et c'est en fin de compte ça qui va faire notre avenir. Alors, c'est qu'on a trop de gens qui sont manipulateurs oui. et pas suffisamment acteurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'hommes politiques au sens fort du terme. Dans aucun pays d'Europe, si, il doit y en avoir quelques-uns qui se cachent bien. Ou alors on les critique énormément. Hein. Mais on n'a pas de véritables hommes politiques au sens fort du terme, c'est-à-dire des gens qui soient au service de leur peuple et du bien commun. Notion qu'on a complètement oubliée. Mais oui. C'est des éléments de langage. Ce sont des éléments de langage, ça, d'accord? Mais quant à aller au fond, être au service de leur peuple, des peuples européens, parce qu'on est frères quand même, hein? On est voisins de palier. Hein? Et puis au service du bien commun, il n'y en a plus aujourd'hui. Ils sont rares, très très rares. Et donnez-moi un chef d'État européen de ce niveau-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils n'en veulent pas. On n'en veut pas. Hein? Ils n'en veulent pas. En plus, les temps ne s'y prêtent pas. Pourquoi De Gaulle est-il sorti? Mais parce que les temps s'y prêtaient. Les temps s'y prêtaient. Il dit lui-même, d'ailleurs, un grand homme, c'est la rencontre d'un grand caractère et de grands événements. Et d'événements exceptionnels. Eh bien oui. Eh bien, les grands caractères, il y en a plein. Il y en a des grands caractères.
Les événements exceptionnels, on les attend. Ils ne sont pas encore là. Ça arrive, ça arrive. Ben, ça peut venir, mais ça fait longtemps qu'on dit que ça vient. Hein, vous savez, voilà, ça fait longtemps. Donc, le moment venu, il sortira. C'est-à-dire que quand les événements feront qu'on dira, c'est un tel. Comme ça s'est passé en 58. Je vous trouve bien optimiste parce que l'histoire des nations européennes sont très différentes les unes des autres. La France, c'est sans doute, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis que Capet a été élu roi de France par ses barons, le seul État, véritablement, dans toute l'acception du terme, la seule nation en Europe. Oui. Tous les autres sont de jeunes nations. Oui. Il existe des Allemagnes. L'unité de l'Allemagne, c'est Bismarck. Oui, je sais bien, oui. L'Italie, c'est Garibaldi. Oui. Il existe des Espagnes, des Italies. Bon. Tellement déchirés entre les uns et les autres. Donc, en fait, les autres États sont des États fédéraux. Notre histoire fait que nous n'avons jamais été un État fédéral. Oui. Pour faire avancer les mentalités, je parle en France, Oui. il faudrait commencer par harmoniser les législations. Or, je n'ai pas entendu ça Entre dans les beaucoup pays. Mais bien sûr. Quand vous pensez que le rejet principal de l'Europe, le rejet principal par les Français de l'Europe, c'est pas le fait qu'ils n'aiment pas les Allemands, les Espagnols et les Italiens. C'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas que les législations soient différentes. Ils n'acceptent pas le travailleur détaché, ils n'acceptent pas le plombier polonais, ils n'acceptent pas le routier bulgare. Mais parce qu'on a... Ils n'acceptent pas les fruits espagnols. Pourquoi ? Parce que la législation fiscale n'est pas la même. La législation qui est le plus simple, quand je ne parle pas de celle du travail, qui fait entre le code du travail irlandais et français, il y a un bottin, mais donc il faut commencer par harmoniser ces législations. Pour lui dire, harmoniser. Bon, vous êtes en train de me parler de l'Europe qui s'occupe de la taille des concombres. Oui. Ben oui, Je ne suis pas de la taille des concombres. Eh ben moi je vous parle d'une Europe. Du citoyen. Moi je vous parle d'une Europe qui s'occupe de survivre à la fin du XXIe siècle, parce que le vrai problème, c'est le différentiel démographique et économique avec l'Afrique, le Proche-Moyen-Orient. Voilà. Une Europe du citoyen. Ouais, la taille des concombres, j'en ai rien à faire. Il y a eu une législation Oui. sur la courbure du concours. Attends, j'en viens. Dans l'histoire de France, je sais pas si ça... Oui, allez, c'est bon, si. Dans l'histoire de France, il y a eu, la On France enregistre. a eu des relations avec tous les pays d'Europe, avec la Méditerranée, avec le Moyen-Orient, protectrice des lieux saints, avec la Turquie même, avec la Russie, avec les États-Unis, avec la francophonie. Et on a aussi le deuxième domaine maritime du monde. Est-ce que vous pensez que la France a plus d'avenir en essayant de construire l'Europe avec 28 nations et 24 langues différentes sans aucun leadership évident, ou dans un espace comme la francophonie par exemple, qui représente aujourd'hui 4% de la population mondiale, et d'après ce qu'on dit, ça sera en 2050 8%, avec des espaces énormes et un rôle qu'on a à tenir et à jouer pour avoir une influence mondiale. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'avenir en Europe ou dans un espace comme la francophonie pour construire notre avenir? Je crois que je ne raisonne pas sur le même registre que vous. Je suis intimement persuadé. Jefferson, troisième président des États-Unis, disait « Tout homme a deux patries, la sienne et la France ». Staline a dit ou écrit, je ne me souviens plus, pour que le communisme devienne mondial, il faut qu'il s'installe à Paris. L'un des derniers patrons de Daesh a dit « Notre but est de détruire la chrétienté, pour cela il faut que nous emparions de la France ». Jean-Paul II a dit « France, fille de l'Église, éducatrice des peuples ». Il faut que la France soit, qu'elle retrouve son être profond. Et là, elle rayonnera. Et là, il ne s'agira plus de choisir entre les 28, les 50. Non, ça sera au niveau mondial. Un ami sénégalais m'a dit récemment, sénégalais, plus français qu'un sénégalais, difficile. Je vous assure. Ils sont très français, les Sénégalais. Et un ami sénégalais m'a dit récemment, mais réveillez-vous, les Français. Il suffit que la France dise, il faut aller à droite, et tout le monde ira à droite un jour ou l'autre. Si elle dit, il faut aller à gauche, tout le monde ira à gauche. C'est ça, votre charisme. C'est ça, notre charisme. Mais en ce moment, on parle que de l'Europe. Mais en ce moment, parce que nous avons une vue restreinte, nous ne raisonnons pas en politique, et nous ne raisonnons pas, comment dire, au profond de notre être.
il faut revoir la façon de faire de la politique, il faut revoir la façon d'envisager les choses. Le très long terme, et surtout, je le répète, l'importance pour le rayonnement de notre pays, comme pour le rayonnement de chacun d'entre nous, c'est ce que nous sommes. Oui. Et si la France se refait une santé intérieure, elle rayonnera, mais vous verrez, les choses se mettront en place. Et il n'est pas question pour elle d'être chef, de dominer. Le problème n'est pas là. C'est d'être guide. C'est tout à fait autre chose. Ouvrir la voie. Ouvrir la voie. Et alors là, on ne parlera plus de tous ces détails, pardonnez-moi, mais dans le concret quotidien, et évidemment, on va dire les 28, on va parler de l'Europe, dans le concret, ok, mais réfléchissons autrement. Encore une fois, peut-être ai-je un tort, c'est de me placer au niveau du président de la République. Mais c'est le niveau auquel j'ai décidé de réfléchir. Bien, maintenant, je redescends. Si vous permettez, parce que je ne sais pas du tout une... Vous êtes Premier ministre. Vous êtes Premier ministre. Oui, je redescends, parce qu'il faut quand même être peut-être plus concret que ce que je viens de dire. Qui, je vous assure, est très très concret. Mais on est d'accord sur le rayonnement de la France qui doit être elle-même, mais comme vous le dites vous-même, c'est un projet sur 100 ans. Plus que ça. Sauf s'il y a des événements un peu plus passion, résurrection. Ouais. Mais ça c'est une chose, mais à court terme... À court terme, notre espace maritime, le deuxième au monde, mais nous n'avons plus de marine. Que vont devenir nos îles dans la Polynésie, etc., dans le Pacifique, le jour où la Chine va décider terminé, c'est fini. C'est fini, terminé. On n'a plus de marine. On ne peut pas empêcher les migrants de franchir la Méditerranée. Il faut d'abord qu'on soit. Et là, quand un pays est, quand la France est, elle est forte. Elle est forte, non pas pour nuire, hein, mais d'abord pour se faire respecter et pour comment dire, rayonner. Il nous faut, je disais tout à l'heure, il faut être souverain au sens complet du terme, et les choses avanceront. Je réponds mal à votre question, j'en ai conscience. Vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Non, la question c'est... Je me laisse embarquer parfois. On est d'accord qu'il faut retrouver un élan vital, nos fondamentaux, repartir vers les sommets, rayonner, tout ça. Mais ça, c'est des transformations qui vont demander du temps, qui vont demander des... Je parle à court terme, dans ce qui est potentiellement possible. Quand on voit Macron qui part faire le tour de la tournée des pays de l'Est pour essayer de transformer une malheureuse directive sur les travailleurs détachés, qui se prend un scoop de la part de la Pologne et qui est bloqué, parce qu'il ne sait plus quoi faire. On voit bien qu'on est allé un peu au bout de la démarche de l'Europe à 28, ça ne marche pas. On n'a pas d'espace de liberté, on n'a pas de force d'initiative, on ne pèse de rien. Parce qu'on n'a pas de chef. On ne peut pas bouger le système. Non mais... Ok, moi je dis, il y a un autre espace qui existe qui s'appelle la francophonie, où il y a des gens qui attendent et qui ont des besoins en face, et où on aurait possibilité de lancer des coopérations très fortes. Mais pour cela, la Chine vient de signer un accord de 20 milliards avec la Guinée équatoriale sur notre nez dans pleine francophonie. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, si vous voulez, je fonderai ma politique étrangère sur la francophonie. C'est tout bête, hein, mais je crois que c'est la clé pour nous. C'est évident. Il n'empêche que ce soit la francophonie, l'Europe ou autre chose, si on n'a pas un chef. Macron n'est pas un chef. Je suis désolé. Ce n'est pas un chef. Voilà. Et bien sûr. Mais il faut un chef avec une vision et une volonté. Macron, c'est un communicant, c'est pas pareil. Voilà. Il faut un chef, c'est-à-dire un chef, ça a une vision, une volonté, et puis des troupes. Des troupes. On n'a plus d'armée. Quel est l'effectif opérationnel de l'armée de terre française, monsieur? Combien? 30 000 hommes. Non, 70. 70 000 hommes, parce que les effectifs ont augmenté. Ça veut dire combien Opérationnel, hein? Opérationnel. Opérationnel, oui, donc il faut 300 000 hommes pour avoir 70 000 opérationnels à peu près. Non, 120 000 pour 70 000 opérationnels. Hein? C'est tout? Ah oui, c'est tout. 70 000 opérationnels. Vous vous rendez compte un peu? L'intendance est extrêmement lourde si on n'a pas une intendance. Oui, non, mais vous inquiétez pas. Les choses ont changé depuis votre service militaire. Vous savez, j'étais officier d'actif. Voilà, oui, c'est vrai. Hein, d'accord, pardon, excusez-moi. Hein, non, mais avec une armée comme ça, avec, combien de milliards d'euros de dette?
2000 au niveau de l'État. Au niveau de l'État, parce que je crois que c'est 8 000 milliards. 8 000 milliards réels. Hein. 2221 Voilà. milliards aujourd'hui. Avec une natalité en berne. Avec, comment dire, des banlieues qui ne répondent plus. Mais les troupes ne suivent pas, c'est fini. Il faut remettre de l'ordre chez nous avant de vouloir faire. Là où il y a des hommes, il y a de l'énergie et du potentiel, c'est justement. Mais il y a un gros problème Oui. pour remettre de l'ordre chez nous. Non, je voudrais finir de répondre à monsieur. Hein. Je suis complètement d'accord avec vous, il y a un énorme potentiel, surtout pour le chef d'entreprise que vous êtes. Hein. Il y a un énorme potentiel économique, il y a un énorme potentiel humain. Mais pour faire fructifier ce potentiel, non pas d'un simple point, pardonnez-moi, en fait j'ai une dent qui me déchire la langue, donc c'est assez pénible. Pour faire, non pas d'un point de vue purement financier, économique, mais pour permettre un véritable développement plénier, intégral de chaque personne, de chaque humain. Pour cela, il faut une volonté ferme et que nous n'avons pas. Macron n'a aucune philosophie de politique. Voilà pour ça. Il a rien. Hollande en avait une, c'était nous faire changer de civilisation à la suite de Taubira. Sarkozy en avait une, c'était de nous vendre aux Américains, etc. Macron en a une, c'est l'ultralibéralisme. Macron en a une, bon ouais. Il a quand même fait des promesses LGBT. En marketing électoral. Franchement, vous voyez, tant qu'on n'aura pas un patron qui s'abreuvant à l'histoire, non seulement de France, qu'ils doivent connaître aussi parfaitement que possible, de l'Europe, c'est-à-dire notre voisinage immédiat, et du monde, regardant, connaissant le présent le plus parfaitement possible, et ayant une vision qui mettra de l'ordre dans la maison France pour qu'elle soit de nouveau, on ne fera rien. C'est pour ça que dans votre projet centrafricain, je vous suggère vivement de ne pas vous rapprocher des gouvernements, surtout français. Il y a parmi les privés que vous êtes, les privés, il y a un potentiel fantastique. Et aujourd'hui, nous devons nous réapproprier la politique au sens noble et fort du terme. La politique est service de l'homme. Ce n'est pas le jeu de rigolo qu'on nous sert tous les 5 ans. Non, c'est pas ça la politique. Hein. Voilà, c'est pas ça. Hein. C'est servir. C'est servir. Franchement, je crois vraiment ce que je dis. Hein. Aujourd'hui, moi je suis un fanatique de la francophonie, mais vraiment un fanatique de la francophonie. J'ai créé une association pour une autre association que la mienne, que Rebâtir la France, pour créer des écoles au Sénégal, en Afrique, mais en particulier au Sénégal. Et donc nous avions dans nos statuts volonté d'agir dans tous les pays de la francophonie. On démarre juste au Sénégal. Hein. Franchement, j'y crois vraiment. Mais aujourd'hui, ça restera du vent. Oui, ça dépend comment les gens le perçoivent, parce que, comme vous l'avez dit, l'Afrique va passer de 1 milliard à 4 milliards à la fin du siècle, à 2,5 milliards en 2050. Elle ne passera pas. Oui, ça veut dire que si jamais il n'y a pas de modèle de développement économique intelligent qui est trouvé entre la France et... S'il n'y a pas de modèle de développement, ça va faire le chaos économique. Il y a 500 millions de personnes qui vont vouloir venir en Europe, donc c'est le problème des migrants fois 1000. Ah oui, oui, c'est ça. Donc c'est vital pour nous de développer cette relation. Oui, mais... Pas de modèle économique venant de la France. Ils veulent le faire par eux-mêmes. Mais voilà. Et parce que je suis en liaison avec la diaspora ivoirienne qui est en Europe et derrière, et je les ai convaincus de faire des sociétés, plutôt que de donner de l'argent à leur famille, de construire des sociétés en Côte d'Ivoire. Et je suis en train de exactement. actuellement. La solution, elle viendra de l'Afrique. Que nous devons aider si les Africains nous le demandent. On apporte notre technologie, notre savoir-faire, tout. Attention, hein. Sauf qu'il y a des gros pays comme l'Arabie Saoudite
ou la Chine ou d'autres qui ont aussi leurs intérêts, qui sont en train de dépecer le continent. Ils sont détestés. Non, mais ils sont détestés, n'empêche que le dernier contrat qui a été signé, c'est la Chine. Ah oui, c'est sûr. Ça, une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit, parce que la Chine colonise complètement l'Afrique, et dépèce l'Afrique, et spolie les populations de façon éhontée, que ce soit en Éthiopie, que ce soit à Madagascar, où ils ont fait main basse sur toutes les ressources minières. En achetant ceux qui sont pour. Ils achètent les terrains agricoles en Mais France. écoutez, vous pouvez toujours tenter avec Macron. Hein. Non, c'est pas Macron, c'est juste que Macron, de toute façon, il est acculé, il est devant un mur, il n'a pas de sous, il a des dettes, il n'a plus rien à faire. C'est un non-événement. En face de ça, Et en plus, il n'a pas de philosophie. C'est un non-événement. Et il n'a pas de l'architecture intellectuelle nécessaire à être chef. Pas possible. L'ENA ne peut pas la donner. Il n'a pas. Enfin, il a été élu, et puis on le Mais respecte c'est en pas tant pour que ça président de que la je République. Alors, question suivante. On peut en reparler, si vous voulez. Vas-y. Daniel Toyot, deuxième classe. Je suis le premier de 4 générations de Français à ne pas avoir porté les armes en temps de guerre. Je fais mon service militaire. Voilà. J'étais un fumeur et maintenant j'ai le temps de réfléchir à l'économie, à la politique. Vous avez dit des tas de choses intéressantes, surtout pour un athée comme moi. Je précise un athée fidèle, au sens que le André Consponville, c'est-à-dire qu'un athée qui a conservé des valeurs chrétiennes, plutôt des valeurs christiques d'ailleurs. Ceci étant Comme dit- Julliard, quoi. Pardon? Comme Jacques Julliard. Un peu. Si vous voulez. Ceci dit, pour que la France puisse agir et soit indépendante, il faut que nous sortions du carcan de l'Union européenne. On ne peut pas échapper à ça. Toutes les décisions sont prises à Bruxelles, soit par la Commission européenne, soit par toutes les autres instances. On en est même à faire approuver notre budget par la Commission européenne. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Je vais vous le dire. Attendez, je termine. J'ai mon deuxième Sans point. battre monnaie. Comment pouvons-nous éviter de sortir de l'euro? L'euro, et c'est pas moi qui le dis, c'est tout de même un bon économiste, Charles Gave, dit que Charles Gave. l'euro a bloqué deux prix Oui. de la monnaie. Il a bloqué le taux d'intérêt, il a bloqué le taux de change. Ce qui veut dire que l'on essaye de faire tourner une machine sans aucun jeu. Ce qui a déclenché les crises grecques, les crises espagnoles, les crises portugaises, et la crise française n'est pas forcément loin. Donc je pense que le premier acte politique qu'aurait dû faire un président nouvellement élu, c'était de sortir de l'euro, c'est-à-dire de faire le Frexit, comme l'ont fait les Anglais. Attendez, les Anglais n'étaient pas dans l'euro. Alors faire un Ils Frexit, n'étaient pas dans l'euro, c'est déjà moins mais difficile. Hein. C'est de toute façon appliquer la clause de sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire le même article. Bon, 50. L'article 50. moi j'ai une autre façon de voir les choses. Oui. J'ai une autre façon de voir les choses. Il y a 3 ans, avant de travailler sur le sujet, j'étais comme vous, il faut sortir de l'Union européenne. Et puis j'ai travaillé sur le sujet, avec des chaînes d'entreprise, avec, etc. Des tas de gens, Et puis, maintenant, j'en suis la chose suivante. Je ne parle pas uniquement de l'euro, je parle de l'Union européenne. Je rappelle le défi majeur. J'ai l'impression de ne pas savoir me faire comprendre. Je répète, dans moins de 20 ans, si nous ne faisons rien au niveau européen, y compris la Russie, nous serons placés devant le choix absolument affreux de soit nous laisser submerger par 500 millions de miséreux, soit massacrer 500 millions de miséreux. C'est ça. Je vous ai bien Attendez, compris là-dessus. j'ai pas terminé. Hein. C'est ça. Et pour ça, aucun pays européen ne pourra le faire seul. Donc il nous faut une Union européenne au moins pour ça. Et c'est un énorme projet, parce qu'il y en a pour 100 ans. 100 ans de partenariat européen, Russie comprise, pour pacifier, développer Afrique proche et Moyen-Orient. C'est vital pour nous, c'est vital pour eux, c'est vital pour l'humanité, tout simplement. Bien. À partir de là, je me suis dit, Tozin, il faut une Union européenne. Enfin, qu'on l'appelle autrement, il faut un projet européen, fondé sur cette affaire-là. Bien. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, je suis favorable à l'Europe des nations. L'Europe des nations, comme De Gaulle. Qu'est-ce que je fais de tout l'appareil européen?
À quoi sert-il l'appareil européen aujourd'hui? À faire de... Attendez, à s'occuper de la taille des concombres, de la contenance des cuvettes de WC, et tout ça avec des gens qui, à la retraite, touchent 13 000 euros par mois. Ok? Bien. Eh bien, moi, je supprime tout cela et je garde le Conseil des chefs d'État. Sauf que vous n'êtes pas tout seul en Europe, quand même. Hein. Mais je ne suis pas tout seul en Europe, mais si moi, chef d'État français, je dis, c'est cette Europe-là que je veux... La France n'est plus le nombril du monde. La France n'est plus le nombril du monde, mais comme il n'y a plus de chefs en Europe non plus, il n'y a plus de chefs nulle part. C'est-à-dire, vous savez que... Hein? Et j'aurai au moins un allié. J'aurai au moins un allié, ça sera Poutine. Il n'est pas en Europe d'ailleurs. Mais il est en Europe, de fait. Il n'est pas dans l'Union européenne, il est dans l'Europe. les Anglais avec vous. Et j'aurai les Anglais. À tous les coups. Ils sont chez eux. À tous les coups. Et peut-être vous verrez, les Italiens suivront, les Espagnols. Ça, l'Angleterre n'aurait pas quitté D'abord l'Europe. Voilà. Vas-y. Si on avait fait ça, l'Europe des nations, l'Angleterre serait toujours là. Voilà, peut-être. Jean-Louis. Attends, on va Encore. Vous faites référence aux racines chrétiennes. Saint Thomas d'Aquin, il disait que pour bien analyser un problème, il faut regarder ce qu'il appelle le terminus a quo et le terminus ad quem, c'est-à-dire d'où on vient et où on va, sur tous les sujets, en particulier sur l'Europe. Et effectivement, sur l'Europe, si on veut regarder d'où on vient, je suis d'accord, c'est les racines chrétiennes, mais aujourd'hui, on ne veut plus en entendre parler. Et où on va, personne n'en a jamais parlé, c'est-à-dire de dire quel est le but de la construction européenne, c'est-à-dire quel est le modèle fiable et stable vers lequel on veut se diriger. Personne n'en parle parce qu'en fait, il n'y en a pas. Si. Non, enfin, moi je pense qu'il n'y en a pas. Parce que quand les États-Unis d'Europe ou des concepts comme ça ne marche pas parce que quand vous avez 24 Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Voilà. Donc j'aimerais bien, quand on parle de construction européenne, qu'on nous dise on peut y aller par étapes, mais quelle est la vision qu'on a pour l'Europe à long terme. Eh bien, c'est pour ça que je vous dis, la seule façon de construire une Europe qui tienne la route, c'est d'abord de faire confiance au peuple et ensuite d'avoir un projet commun. Mais comment on fait marcher des soldats qui ne se connaissent pas ensemble? Les gars, on va faire la guerre ensemble. Ils ne se connaissent pas, les gars. Ils ne se connaissent pas. Eh bien, on les forme, on les aide, et ils font la guerre ensemble. Et ça marche. Et là, il y a un projet. La même langue, ça marche. Ah, vous savez, j'ai connu l'époque quand même où un appelé basque ne parlait pas le français. Hein, voilà. On ne lui demandait pas de réfléchir, on lui demandait d'obéir. Ah non, c'est pas vrai, pas à Bayonne. À Bayonne, on lui demandait aussi de réfléchir. C'est un régime particulier. Après avoir agi. Ce genre de choses, on l'a fait avec Ariane, avec tout à l'heure. Des coopérations. Voilà, c'est différent, c'est différent. Mais là, on a un projet. On est dans un bazar pas possible. Mais oui, mais parce qu'on n'a plus d'hommes politiques. Écoutez, De Gaulle, il a lancé le France, le paquebot, il a lancé le TGV, il a lancé Ariane, il a fait la dissuasion, etc. Pourquoi? Il y avait un patron. Il n'y en a plus de patron. Et la situation financière de la France était pire qu'aujourd'hui. Et la situation financière de la France en 1958 était pire qu'aujourd'hui. Et puis au bout de quelques années, Giscard d'Estaing est allé rendre le dernier chèque, parce qu'on est le seul pays à avoir remboursé le plan Marshall en plus. Et en plus, il a payé ses Attends, par la création de monnaie. Il n'y a pas de patron, c'est tout. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de vision. Vas-y. Et après, oui. Et après moi. Vas-y. Jean-Louis. Jean-Louis. Je vous suis sur la totalité de votre pensée. Sauf un peu comme Olivier, effectivement, présenter, mettre en avant le catholicisme, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait, je dirais, nuancé. Mieux articuler, peut-être la liberté face au devoir impératif, le devoir de choisir la droite plutôt que le diable, etc. Ce sera à ça, et je pense que pour beaucoup d'éditoires, ce serait suffisant. Mais là, vraiment, en revanche, sur l'Europe, je pense que vous faites une erreur mortelle qui vous place dans ce que vous dites. Bon, on fait, on agit, on fait ensemble. L'Europe, finalement, nous sommes 600 millions, on sera peut-être que 300 millions, il faut agir ensemble. Si on sous-estime l'existence de l'Union européenne, elle a quand même un parrain, c'est les États-Unis. Quand vous dites l'Europe, c'est la Russie, etc., mais si vous dites cela, mais vous êtes en danger de mort. Mais écoutez, vous êtes en danger de mort. C'est-à-dire que votre action elle-même s'éteint. L'action du président américain s'éteint par le fait d'avoir eu un rendez-vous ou d'avoir eu un conseiller qui a parlé à un Ukrainien ou un Russe.
Alors vous pensez qu'un petit président français qui arrive, il est mort. Et donc vous vous retrouvez en sous-estimant ce problème-là et le problème de la monnaie rigoureusement dans la logique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que lui défend l'Europe, un peu comme vous, comme un existant, et évidemment ça ne marche pas. Et son chantier aujourd'hui, c'est pas seulement le plombier polonais. Si on lit son ouvrage Révolution, c'est la seule chose concrète qu'ils disent dedans. Tout le reste, c'est de la... Il y a fumé. De la com, je dirais, de mauvaise qualité, de très mauvais serment, copier-coller, c'est pas bon. Il y a une chose qui dit de très précise, c'est que pour l'Europe, il a un projet. C'est de créer en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, un certain nombre de comités, créer une concertation sur la rectification, créer un certain nombre de comités sur la rectification de l'Union européenne et finalement, sans l'écrire, faire pression sur l'Allemagne pour enfin pouvoir modifier cette Union européenne. Là, actuellement, on a vraiment l'impression qu'il va droit à l'échec et son voyage effectivement en Europe de l'Est semble le montrer. Les comités en France sont en train de se monter j'ai réellement l'impression qu'en fait, en perdant un peu plus de temps, il va arriver au même résultat que François Hollande, qui lui avait fait échec devant l'Allemagne en 15 jours, ou lors du premier Conseil européen auquel il a participé. Et voilà, on se retrouve sur place à la question originale qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, parce qu'on ne peut pas modifier cette structure. Il n'est pas modifiable. Et donc, ce chantier, tout ce que vous dites sur la francophonie, etc., c'est parfait. Mais lorsque vous dites on n'a plus de bateaux pour défendre Tahiti si les Chinois arrivent, ben ça, c'est l'Europe qui nous empêche de les avoir. Et aujourd'hui, il faut demander quasiment l'autorisation, effectivement, pour un budget à Bruxelles. Donc, en fait, mais on n'a plus monnaie. Attendez, mais voilà. L'Europe nous empêche de les avoir. Parce que nous disons oui à l'Europe. Voilà. Donc il faut dire non à l'Europe, c'est là où il faut commencer. Mais attendez, par dire non à attendez. Qu'on dise non à cette Europe-là, qu'on dise non à cette Europe-là, c'est une chose. Et je viens de vous dire à l'instant que de tout l'appareil européen actuel, moi je garderai le Conseil des chefs d'État. Basta. Pardon, point. C'est tout. Hein, mais ça ne veut pas dire pour... Comment? C'est quand même un sacré change. En disant cela, ça veut dire je sors de l'Europe. Mais non, attendez, je sors du projet européen actuel. Comment vous donnez les moyens? Attendez, s'il vous plaît. Vas-y. Elle a su garder ses frontières vis-à-vis des migrations. Et elle a gardé son côté catholique. Voilà. Et elle est dans l'Europe. C'est bien la preuve qu'on peut, voilà. On peut faire des choses. Et elle est proche de la Russie. Elle est à un mur, elle représente un mur de la Russie. Et par contre, elle est plus ou moins en face de l'Allemagne, en opposition de la Pologne. Voilà. Donc il est possible de pouvoir organiser une Europe ensemble, je pense. Oui. Mais surtout, faire très attention à ne pas tout casser. Franchement, quand on regarde l'histoire de l'Europe, sur la très longue durée, des expériences comme celles que nous vivons aujourd'hui, qui est très mal fichue, qui est très mal menée, hein, c'est vraiment au forceps, hein, eh bien, au bout du compte, ça se termine toujours en jus de boudin, en guerre. Hein. Bon, alors que l'expérience, pour une fois, nous serve à quelque chose, hein, et qu'on essaye de passer en douceur pour éviter de... Ben, c'est tout. Hein. Voilà, c'est du pragmatisme, mais il faut aussi un pilote dans l'avion, ou un capitaine dans le bateau. Licencier la Commission européenne ne gardant que le Conseil de l'Europe, c'est pas passer en douceur. Eh bien, mes amis, c'est passer au forceps. Ah, bah, attendez, merci. Mais c'est une infime minorité, ces gens-là. Et puis en plus, non, ça c'est facile à faire, ça. Enfin, à mon avis. Mes amis, s'il n'y a plus de questions, la dernière. Petite, hein. Chouïa, hein. Georges, j'ai une question aussi. Alors, l'avant-dernière, mais c'est fini. J'ai remarqué que vous avez fait attention à Poutine. Oui. Alors, à votre avis, dans une société européenne, dans une place comme l'Europe, on peut avoir un chef d'État puissant comme Poutine, avec
un système, comment dire, une culte de la personnalité. Parce qu'un pays fort a besoin d'un homme fort. Je pense que ce système a marché avec Poutine. Il y a un système médiatique, militaire très important. Et ce sera votre cas, par exemple. La France, c'est vrai, il a cet aspect-là. Elle peut être forte, mais il a besoin d'un homme fort. Mais il faut que le système soit avec. Il faut que ce système porte cette personnalité. Et ta question, c'est ça veut dire qu'on peut faire ça en France parce que c'est le cas avec la Russie en Russie. Ça a été dit tout à l'heure, les Français l'attendent, il faut juste une conjonction d'événements qui fasse que... Alors, ce que je crois sur Poutine, alors je ne suis pas un poutinien, je ne suis pas russe, je ne suis jamais allé en Russie, je regarde de l'extérieur. Je constate par exemple dans les dernières semaines, Poutine a été le seul chef d'État au monde à proposer une solution d'apaisement avec la Corée du Nord. Pas mal, hein? On risque simplement une guerre nucléaire, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein? Et il a fait plein d'autres choses. Moi, je dis, aujourd'hui, il y a un chef d'État dans le monde, c'est Poutine. Eh bien, il me reste à remercier le général pour cette intervention qui a intéressé, passionné, compte tenu de l'heure tardif, qui est assez rare. Donc merci, vous êtes de toute façon le bienvenu à l'Académie du Gaullisme. Merci beaucoup. On voudrait revenir. Quant à vous, mes amis, le mois prochain, nous recevrons un autre candidat qui, lui, a eu ses signatures à l'élection présidentielle. Et là, où nous parlerons d'euros et de monnaie, puisqu'il s'agit de Jacques Cheminade. Voilà. Donc, bienvenue à l'Académie du Gaullisme pour les nouveaux villages. Et merci encore. Merci beaucoup.